Donc pour ce thème très tourné sur l'équation économique difficile de notre secteur de la distribution, j'ai le plaisir donc d'avoir pour le groupe Feu Vert Christian Loup, directeur des opérations groupe chez Feu Vert, qui va témoigner du nouveau format de magasin, puisque Christian Loup est un magicien. Il fait plus de chiffre d'affaires avec moins de mètres carrés. Il va nous expliquer tout ça. On essaye. Voilà. Et pour le groupe Casino, un autre magicien, Ferdinand Tomarchio, Chief Digital Officer, double Chief Digital Officer, puisque à la fois de Monoprix et du groupe Casino. Oui. Et Ferdinand va nous parler plus précisément des différentes utilisations, notamment des moyens digitaux, pour répondre au challenge de la croissance. Alors, je ferai le lien pour notre thème avec ce qui se disait ce matin dans la table ronde également animée par Cédric, et où nous avions deux personnalités qui étaient Nicolas Houzé et Thierry Cotillard. Dans cette table ronde, je notais du côté de Nicolas Houzé pour Galeries Lafayette le fait de dire que les CAPEX continuent à être extrêmement importants. Ce matin, il nous disait 2/3 des CAPEX pour les magasins, 1/3 pour le digital. Qu'il faut refondre un certain nombre de choses, les parcours clients, les nouveaux IT, enfin tout ça c'est des coûts supplémentaires. Alors il parlait aussi des revenus supplémentaires, notamment la monétisation. Thierry Cotillard, lui, insistait alors, dans un autre contexte, contexte GSA alimentaire, de l'augmentation des charges, l'augmentation de l'électricité, coût des transports, etc. Et il parlait aussi de la façon dont on peut renouveler le trafic en magasin. C'est un peu ces mêmes sujets, finalement. Alors, ces deux personnes-là n'ont pas eu l'occasion d'élaborer beaucoup sur ces deux sujets, mais c'est pour ces deux sujets-là que j'interviewe Christian et Ferdinand. Nous allons d'abord, alors, après une petite rapide présentation, je demanderai à Christian comment était possible le coup de baguette magique chez Feu Vert, et à Ferdinand quels sont les axes de croissance pour le groupe Casino. Puis nous parlerons de l'expérience client, de l'expérience collaborateur et de l'impact également de cette équation économique difficile sur l'évolution de la culture du retail. Alors tout d'abord, Christian, une rapide présentation ainsi que de Feu Vert. Oui, je m'appelle Christian Loup, bonjour à tous. Je suis le directeur des opérations pour le groupe Feu Vert. Directeur des opérations, ça consiste en quoi? Pour être très simple, c'est d'essayer de développer toute la partie commerciale de l'entreprise. Donc je m'occupe en particulier des réseaux de magasins. Je dis des parce qu'on a plusieurs réseaux. On a un réseau de franchisés, puis on a un réseau de magasins succursalistes. Nous sommes présents dans plusieurs pays. Nous sommes présents en France, en Espagne, au Portugal. Et puis depuis 2-3 ans, avec l'arrivée de la nouvelle direction Feu Vert dont je fais partie, eh bien, nous avons ouvert l'international. Donc on a un magasin maintenant à La Réunion. On en aura à la fin d'année aux Antilles. Puis un certain nombre de pays sont en cours de signature pour exporter notre concept initial et également le nouveau. Merci. Ferdinand, quelques mots? Oui, donc moi, Ferdinand Tomarchio, de Chief Digital Officer du groupe Casino et de Monoprix. Donc ça consiste en quoi? C'est responsable de la stratégie digitale du groupe. Comme vous le savez, le groupe Casino, c'est un groupe de retail international en France, au Brésil et également en Colombie. 30 milliards d'euros, à peu près moitié France, moitié international, avec un métier retail classique. C'est un groupe qu'on appelle multi-enseigne, avec Casino, Franprix, Monoprix, Naturalia, et également Cdiscount dans les actifs digitaux e-commerce du groupe. Et côté Monoprix, je suis en charge de la mise en œuvre opérationnelle de cette stratégie digitale pour l'enseigne Monoprix. Donc ça fait 10 ans que je suis dans le groupe Casino. Voilà. Merci. Alors, d'abord, la question à Christian, parce j'ai fait un peu de teasing avec une baguette magique. Alors, quel était le cahier des charges d'abord? C'était quoi votre objectif avec ce nouveau format de magasin pour Feu Vert? Oui, ça a démarré comment? Par un constat, je le disais en préambule. On a une nouvelle équipe de direction qui est arrivée il y a 3 ans et demi chez Feu Vert. Tout a changé. Et puis dans les constats en arrivant, m'occupant du réseau de magasins, on avait 2 formats de magasins existants. Un magasin qui était le classique Feu Vert, donc c'est un centre auto, qu'on retrouvait à peu près pour 95-97% sur notre parc de magasins. C'est un magasin plutôt gros qui fait, si je fais un portrait robot très rapide, c'est 1000 m² d'empreinte au sol, moitié atelier parce qu'on entretient, on répare, et puis l'autre moitié c'est une surface de vente du retail classique. Voilà. Et on avait un joli maillage de territoire
puisqu'on était présent sur 380 magasins, donc on était à peu près présent sur toutes les grosses agglos, essentiellement sur des parkings d'hypermarchés. Voilà. Et puis on avait un deuxième format qui était un tout petit format, qui était un fruit de l'histoire, qui était juste un atelier, donc ce qu'on appelle un fast fit, où on pouvait juste réparer son véhicule, mais on ne pouvait pas acheter de l'accessoirisation. Et puis, partant de deux constats, et je termine là-dessus. Le premier, c'est que comme tout le monde, on essayait d'avoir sur nos magasins existants une rentabilité à améliorer. Ça, on est dans le thème. Comment monter la valeur au mètre carré pour ces magasins-là. On a commencé à réfléchir à la chose. Et puis, il y avait un deuxième sujet qui nous préoccupait, c'est comme on avait déjà un maillage de territoire important, on voulait aller sur des villes dont le potentiel de chiffre d'affaires était probablement un peu moindre que notre chiffre habituel, mais notre format connu ne permettait pas d'y aller parce qu'il fallait un petit peu d'eau sous la quille pour que tout ça flotte. Donc de l'expansion géographique sur Exactement. des communes plus petites ou une densité de population moins forte. Voilà. Ou alors en deuxième ou troisième équipement sur les grosses agglomérations. Et là, on s'est dit, il y a un chaînon manquant entre l'atelier, le client, il doit retrouver à la fois l'entretien de sa voiture, mais pouvoir l'accessoiriser. Le fast-fit, le tout petit format, ne répondait pas du tout à ça. Et le gros, il ne nous permettait pas d'y aller. On s'est dit, on va faire les deux choses en même temps. On va essayer de créer un nouveau format qui sera l'espèce de chaînon manquant entre les deux. Et puis, on va, en testant un certain nombre de solutions dans ce format, trouver des choses qui vont nous permettre, en dupliquant sur les gros, d'améliorer la rentabilité. Alors, tu nous diras un peu plus tard quels ont été les changements, comment ça s'est fait, etc. Mais tout de suite, les résultats. Ne gardons pas plus longtemps le suspense. Alors, il n'y a pas beaucoup de suspense. On est super content de ce qu'on a fait parce qu'il y avait un certain nombre, on y reviendra après, de points qu'on avait mis en préambule, de target à aller chercher avec ce nouveau format. On partait from scratch, il n'y avait pas grand-chose. On partait d'une feuille blanche. On a à peu près coché toutes les cases. C'est pas à peu près, on a coché toutes les cases qu'on avait prévu de cocher. Ça veut dire que ce format, il a à peine un an. Le premier opus qu'on a fait, il a un an cet été. On le valide, premièrement, et il fait partie maintenant intégralement de notre politique d'expansion pour les années à venir. D'accord. Donc, si tu peux donner quelques chiffres. Donc, le format classique faisait 1000 m² pour un chiffre d'affaires moyen de... je ne vais pas donner le chiffre d'affaires moyen, on va partir d'une base 100. Allons-y, en base 100. Un chiffre d'affaires en base 100, 1000 m², 50-50, 50% atelier, 50% libre-service. On s'est donné les objectifs suivants, pour rester sur du quantitatif. On s'est dit, on va aller sur des villes plus petites, mais on ne baissera pas de plus de 15% le chiffre d'affaires référent. Donc là. Par contre, on va y aller avec 2 fois moins de surface. Les 1000, ça devient 500. Donc on l'a appelé concept 500, originalement, 500 m². Et voilà. Et après, on s'est dit 30% de frais de fonctionnement en moins, 30% d'effectifs en moins, 30% de stock en moins. Je vous laisse faire l'équation. Quand on baisse de 15% le chiffre et que tout le reste baisse de 30%, on atteint le target qu'on avait. Ça fonctionne plutôt bien. Exactement. Voilà. Et tu me disais, donc ça a été fait en 7 mois. Oui. Ça fait 1 an que ça fonctionne et déjà déployé dans... Alors là, pour l'instant, le premier est déployé, parce que le temps immobilier, développement, c'est un temps long. Il faut 18 mois, 24 mois pour trouver un emplacement, etc. Donc on a identifié les emplacements qui potentiellement correspondent au chiffre d'affaires qu'on veut atteindre avec ce magasin. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième arrivent dans les 6-8 prochains mois, parce qu'une fois qu'on a validé le concept, il faut le temps de trouver les emplacements et puis de le développer. Mais le concept est validé, on a mis à notre business plan le développement sur ce type de magasin. Et puis, signe que c'est plutôt une réussite, tous nos franchisés achètent la formule et eux aussi, dans les dossiers qui arrivent aujourd'hui, vont sur ce type de magasin. Bravo. Merci. Ferdinand, toi tu me disais quand on en a discuté, le digital c'est 4 moyens finalement de trouver des relais de croissance ou de croissance de l'activité ou de réduction des coûts. Un, c'est un relais de croissance de l'activité via le e-commerce et via des nouvelles ressources, notamment la monétisation. 2, ça permet d'améliorer la fidélisation des clients, donc évidemment d'améliorer les ROI. 3, ça est au service aussi, le digital au service de la fidélisation des collaborateurs. Et 4, c'est un moteur d'innovation. Si on reste sur les axes de croissance du groupe Casino et qu'on reprend un peu de hauteur avant de plonger de nouveau dans le digital, qu'est-ce que ce sont les axes de croissance du groupe Casino aujourd'hui ? Oui, alors le groupe Casino se concentre aujourd'hui, je vais faire un zoom sur la France, ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur des formats qui sont les plus porteurs de rentabilité.
et de croissance. Donc on parle de format premium, les supermarchés dans les centres-villes, sur la proximité et le e-commerce. Donc aujourd'hui, je crois 3/4 du chiffre d'affaires du groupe Casino est porté par ces formats-là. Alors, Oui, peut-être que ça parle pas, alors... comparé au marché qui est vers 40-45%. Donc ça, c'est le choix stratégique du groupe. Gestion de portefeuille. Voilà, exactement. Et comment, grâce au digital, on va développer ce chiffre d'affaires et également la rentabilité. Donc déjà, peut-être un zoom sur digital. C'est un mot qui n'existe pas en français. Enfin, ça existe en français, ça veut dire le doigt. C'est tout ce qui rapporte au doigt. C'est un anglicisme qui veut dire le numérique. Mais bon, tout le monde parle franglais aujourd'hui. Et donc, on se sert du groupe Casino du digital pour faire un relais de croissance. Donc, le e-commerce. Il y a du e-commerce non alimentaire et du e-commerce alimentaire. Le groupe a investi très tôt, il y a plus de 20 ans, dans l'e-commerce non alimentaire avec sa filiale Cdiscount. Et la rentabilisation d'un modèle e-commerce non alimentaire se fait aujourd'hui par la monétisation de sa base client et de son savoir-faire. Donc vous connaissez tous, je pense, Cdiscount comme vente de produits non alimentaires en ligne. La rentabilisation passe par la marketplace, c'est-à-dire on vend en fait des produits qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont ceux de vendeurs. Et donc c'est ce service qu'on vend. Notre client, c'est le vendeur qui vend ce marketplace. Et c'est significatif. Près de 50% de ce qui est vendu chez Cdiscount, c'est la marketplace. Mais également, c'est un savoir-faire technologique. Donc on vend des actifs pour d'autres enseignes. Donc ça, je pense à Octopia, qui va vendre l'outil de marketplace que nous avons développé au service de Cdiscount, qui va le mettre à disposition d'autres retailers. Et il y a des chiffres qui sont publics là-dessus, sur les niveaux notamment de rentabilité de ces activités-là. Tu peux nous... Alors, les niveaux de rentabilité, non, mais les chiffres. Cdiscount, c'est 4,2 milliards à peu près de volume d'affaires. Donc, c'est l'ensemble des produits qui passent par le site Cdiscount pèse 4,2 milliards. On est sur une moitié donc de ce qu'on appelle les ventes directes. C'est les ventes en propre, notre stock qu'on vend. Et sur quasiment une moitié de marketplace. Les ventes marketplace sont rentables. Et également, il y a d'autres services dont je vais parler. C'est par exemple Cdiscount Advertising. On va également monétiser notre donnée via des emplacements publicitaires qui, eux, ont une rentabilité très forte avec une marge quasiment de 100%, puisqu'on est sur des coûts marginaux très faibles. Et ça, c'est une activité qui devient significative, notamment sur la rentabilité dans le groupe Casino. C'est plus infinitésimal. Quand on rapporte au chiffre d'affaires du groupe 30 milliards, ça pèse peu. Quand on rapporte à l'EBITDA du groupe, ça pèse beaucoup. Donc on est sur un modèle de monétisation de sa data, de sa clientèle et maintenant de notre savoir-faire technologique. L'outil de vente de publicité de Cdiscount, on en a également fait un outil que nous vendons à des retailers. Donc aujourd'hui, si vous êtes retailer et que vous voulez vendre votre donnée, vendre vos emplacements, vous allez vous tourner vers des agences ou potentiellement vers des acteurs comme Cdiscount Advertising ou Relevancy qui vont vous vendre la plateforme technologique pour pouvoir monétiser votre data. Donc on est sur le niveau, on est sur Inception, le niveau 2 de la monétisation là. Merci. Donc là, on est parti un peu loin dans la data, dans la monétisation. On va revenir un petit peu sur le carrelage, mais aussi dans le e-commerce avec l'expérience client. Dans les deux cas de figure, que ce soit chez Feu Vert ou Groupe Casino, l'expérience client, c'est un des éléments majeurs d'attention quand on essaye de faire évoluer le modèle économique. Christian, qu'est-ce qui a été fait pour conserver, parce qu'on comprend bien que vous êtes passé de 1000 m² à 500 m², mais vous avez conservé la surface d'atelier. Donc finalement, c'est le LS qui a été vraiment réduit. Un petit peu moins d'effectifs aussi sur le LS. Tu l'expliquais, il fallait réduire les coûts, notamment via ça, mais pas que l'effectif, on en parlera. Mais du coup, comment on fait à la fin pour ne pas pénaliser le chiffre d'affaires et faire en sorte qu'on vende toujours, voire même plus ? Alors, on avait une contrainte, hein, tu viens de le dire, l'atelier, on n'arrive pas à le comprimer. Hein, la place pour une voiture, c'est pas compressible. Donc on a gardé l'empreinte habituelle qu'on avait sur un magasin, sur la partie mécanique atelier. Et là où on avait 500 m² de surface dédiée aux produits accessoirisation et autres, on est passé de 500 à 100. Là, pour le coup, quand on veut conserver un bon niveau de chiffre d'affaires, ça ne marche pas bien. Donc on est passé tout de suite sur une logique qui était de dire il faut aller sur du digital. Donc là, ça a été le gros du travail, vraiment, parce que là, il y avait une rupture par rapport à ce qu'on savait faire. Enfin, c'est même plus une rupture, c'était un changement de paradigme. Tu me disais que le secteur de la réparation automobile n'était absolument pas digitalisé. Oui, parce que là, on parle retail en règle générale. Aujourd'hui, quand vous allez dans un
une grande surface ou un magasin un peu plus moderne, vous retrouvez aujourd'hui du click and collect, c'est assez courant, un locker c'est courant, une tablette digitale c'est courant, mais dans le milieu de l'automobile, c'est quelque chose que vous ne verrez pas, ça n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Et donc on s'est dit comment faire jusqu'à 85% de notre chiffre nominal sur une surface qui a réduit qui est plus qu'à 20% de ce qu'elle était originellement parlant. Digital, évidemment. Plus ça concordait parfaitement avec l'idée qu'on avait dans le cahier des charges qu'on évoquait tout à l'heure, il y avait évidemment tous les critères économiques qu'on vient d'évoquer, mais il y avait aussi l'expérience client, qui n'est pas un point fort en règle générale dans le milieu automobile. C'est très anxiogène, je suis en panne, il faut réparer, oh là là. Et puis l'expérience n'est pas... Ça va coûter cher. C'est ça. Et donc l'expérience, elle est déjà pas top, mais comme on se disait, c'est pas très digitalisé, donc on s'est dit on va faire là aussi opportunité, on fait les deux en même temps. Donc on a beaucoup travaillé, notamment avec Olivier et Diamartnau, sur le fait d'amener du digital dans un univers qui n'avait jamais développé ce type de solution. Alors, on va faire très vite, on a fait des choses assez basiques qui existent pas partout ailleurs. On a mis du click and collect, un locker click and collect pour les produits qu'on vend en grande surface. On a mis de la dépose clé, de la reprise clé pour le client qui veut déposer sa voiture en dehors. Ça, on se demande vraiment comment ça se fait que ça n'existait pas avant. Ben oui, mais ça n'existait pas avant. Alors, on l'avait sur donc je peux venir récupérer ma voiture en dehors des horaires d'ouverture. Je suis pas obligé de poser un jour de RTT. C'est ça. Mais certains avaient fait l'expérience, notamment des concessionnaires automobiles. Nous, on est dans le centre auto. C'est pas tout à fait la même chose. On pouvait déposer sa clé, mais on ne pouvait pas récupérer. Là, on peut récupérer, vous arrivez à 20h après une journée de travail, vous récupérez votre voiture, tout marche bien. Voilà. On a des tablettes vendeurs, parce que forcément, extenseur de gamme, quand vous passez de 500 mètres carrés, vous exposez évidemment plus de produits. Ben là, il fallait pouvoir démontrer à un client qu'on avait toute une gamme et qu'il avait le même choix que dans le gros magasin, donc, ou le magasin standard. Donc là, on a travaillé avec Olivier, avec Diamartnau. Allez, on fait des tablettes vendeurs. Ça aussi, ça paraît évident, mais dans le milieu automobile, je peux vous dire que ça n'existe pas. Voilà, donc on a amené toute cette couche de digitalisation. Je ne développe pas plus que ça, mais vous voyez l'idée, pour qu'on conserve notre niveau de chiffre d'affaires tout en améliorant l'expérience client, parce que lui aussi, il trouve quelque chose qu'il ne connaissait pas, et qui est donc surprenant pour lui. Et pour finir avec l'expérience client dans ce nouveau format, tu me disais, finalement, ça passe, comme dirait mon fils, ça passe crème. Alors, nous, on s'inquiétait. Pour le client. On s'inquiétait. On se dit, le client il a l'habitude de repartir avec son produit chez nous. Si on lui met un locker, du click and collect, alors ça existait déjà, mais pour des produits beaucoup plus en quantité probable en click and collect, ben non, le client était vraiment pas perdu. On a eu peur à un moment de l'effet, ce que moi j'ai appelé en interne dans nos process d'ouverture, je ne veux pas d'effet station-service. Le côté, j'ai trois bricoles. Les clients nous disent, non, on est dans un magasin. Ils étaient dans un lieu qu'ils connaissaient. Aussi bien que celui qu'ils connaissaient avant. Et le digital, ils allaient sur les bornes, ils commandaient, ils cliquaient. Donc voilà, c'était finalement attendu de nos consommateurs. Donc tout va bien. Ferdinand, de votre côté, pour favoriser la fidélisation des clients, on sait que la bataille pour le porte-monnaie alimentaire, elle fait rage. Qu'est-ce que vous avez fait comme initiative concrète ou qu'est-ce que vous avez approfondi ? Très concrètement, le client aujourd'hui, il est digital. Vous avez tous des smartphones, nos clients aussi. Donc l'ensemble des enseignes est allé sur les smartphones. L'application digitale aujourd'hui, il n'y a pas une ancienne de retail, ou peut-être, mais pas pour longtemps, qui n'a pas son application dans la poche du client, ce qui permet d'avoir un contact quotidien avec son client. Donc dans l'enseigne Casino, on a Casino Max, on a le compte M pour Monoprix, et les clients s'en servent. C'est-à-dire très concrètement, aujourd'hui, dans l'enseigne Casino, 2/3 de l'encaissement se fait soit sur l'application, soit sur les caisses automatiques. Donc il n'y a peut-être pas les mêmes contraintes d'espace que dans un atelier, mais les clients adoptent massivement ces outils. Et ça permet également, un peu comme les clés dans un locker, aujourd'hui on est capable d'ouvrir les magasins plus tard le soir et le dimanche, donc sans salariés, puisqu'on ne peut pas faire travailler tout le monde 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puisque les clients sont autonomes dans leur acte d'achat. Et ça, c'est possible grâce au digital. Et donc ça fidélise par l'expérience client. Et ensuite, on a évidemment les programmes de fidélité qui sont dans la poche. Avant, un programme de fidélité, c'était juste une carte de fidélité et c'était présent dans le magasin. Et du mailing reçu éventuellement à la maison. Voilà, le mailing, pour prendre l'exemple concret, donner quelques chiffres, parce que je sais que tu veux qu'on donne des chiffres, et des chiffres qu'on a le droit de donner. Donc,
le mailing papier est un outil de feed classique depuis des décennies dans le retail. Le digital permet de faire des catalogues électroniques. Et donc tout de suite, on se dit oui, mais c'est quoi l'impact, etc. Donc on a pu mesurer l'impact. Aujourd'hui, donc on a toujours cette filiale digital data du groupe qui s'appelle Revency qui vend ça donc en interne évidemment sur le marché. On sait faire des catalogues digitaux et de mesurer l'impact. On a mesuré que pour un coût divisé par 10, donc on n'imprime pas le catalogue et on ne le distribue pas, on arrive à contacter le même nombre de contacts au sens marketing du terme. Et les bons de réduction qu'on diffuse sur un catalogue digital sont utilisés 4 fois plus que si on le faisait sur papier. Et je ne parle pas de l'impact RSE. Bon de réduction que moi je recevais en étant cliente fidèle chez Casino à la maison, qu'il fallait prendre avec soi, découper, avoir avec soi, penser. En général, moi je sortais de la caisse, ah zut, j'ai oublié de donner mes bons. Finalement, avec le smartphone, ça marche mieux. Oui, parce qu'on l'a tout le temps dans la main, le smartphone. Parce que, bon, déjà, on l'a dans la main. Ensuite, on est capable, dans digital, de mettre l'information face à la bonne personne, au bon moment, où qu'elle soit. Le catalogue papier, c'était la boîte aux lettres. Le digital, ça peut être dans un rayon géolocalisé autour d'un magasin. On sait détecter que quelqu'un va dans une zone commerçante. On sait détecter que quelqu'un est en perte de vitesse dans une enseigne. On sait targeter ces gens-là. On sait mesurer l'impact de nos promotions. On peut décider d'afficher une promotion à toi et pas à toi parce qu'on sait qu'il va au magasin anyway. Donc je ne vais pas faire une promotion pour quelqu'un qui va acheter dans tous les cas parce que c'est de l'opportunisme. Et donc tout ça est possible grâce au digital et ça se mesure. Après, je sais que la plupart des enseignes se posent des questions sur mais si je coupe 100% nos catalogues papier, il y a un autre impact qui est potentiellement celui de l'image de la notoriété, dans les deux sens, parce que c'est du papier, et on est dans un moment où il faut faire attention à l'impact environnemental. Et moi, je dirais aussi que le groupe Casino, alors évidemment, a bien travaillé ses moyens digitaux, promotionnels et autres, de fidélité, mais c'est aussi parce qu'ils ont un historique d'embasement et d'alimentation de la relation fidélité sous cet axe-là, qui était déjà très ancien finalement. Donc ça permet peut-être aussi d'avoir les résultats que tu annonces, qui semblent quand même assez impressionnants, mais parce qu'il y a aussi un historique, que ce soit Casino ou Monoprix, d'avoir déjà cette base de clients fidèles et actionnés depuis déjà de très très nombreuses années. Alors oui, mais l'enjeu justement, ça va être de digitaliser cette base. Avoir une base client, c'est bien. Aujourd'hui, l'avoir en digital, c'est mieux. Parce qu'on peut avoir une très forte base client, je vais dire offline. Le jour où on va online, ces clients, on ne les voit plus. Avoir une base de clients digitalisée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut suivre les clients grâce à des cookies. On est capable d'aller traquer ces clients, où qu'ils soient, sur nos sites, nos apps, dans les caisses, évidemment, avec le numéro de la carte de fidélité, mais également ailleurs, sur les autres sites. Et donc, la digitalisation ou l'onboarding, comme on appelle, de clients encartés offline, c'est un enjeu clé pour les enseignes de retail. Bien, donc là on parlait de la façon dont on peut travailler l'expérience client. Tu me parlais aussi, Ferdinand, des moyens numériques, si on ne veut pas dire digitaux, comme au service de la fidélisation des collaborateurs. Cédric disait ce matin, mais il en parlait aussi, je crois, avec Nicolas Houzé et Thierry Cotillard, de la difficulté de recruter et de fidéliser les gens. Il y a ce sujet. Les avancées digitales, elles peuvent servir. Alors, il y a l'automatisation, dont on parle beaucoup. Les retailers en parlent beaucoup, mais je ne sais pas si beaucoup le vivent et l'utilisent pleinement. C'est un peu un sujet à la mode, mais c'est quand même un sujet qui se développe vite. Et dans le groupe Casino, donc pour améliorer l'expérience collaborateur, qui est un facteur de fidélisation des collaborateurs, quelles sont les initiatives concrètes que vous avez mises en place ? Alors, très concrètement, il y a un sujet de nouveaux usages et de gains qu'on peut avoir grâce à cette automatisation. Donc, c'est très simple. Avant, on devait traiter des sujets complètement à la main, de la donnée. On parlait du pricing dans le groupe il y a 20 ans. C'est Cécile qui faisait le pricing de Casino il y a 20 ans. Et pas complètement à la main, dans un Excel. Avant, c'était la main. Après, c'est dans un Excel. Maintenant, c'est dans du Python en data science. Donc, très concrètement, l'automatisation et le digital peut remplacer des tâches manuelles qui sont à faible valeur ajoutée, pas pour avoir moins de salariés, mais pour pouvoir augmenter, ce que j'appelle l'humain augmenté par la data, par le digital, pour rendre le métier plus attractif, plus intéressant, plus passionnant et surtout plus efficient. Pour l'entreprise, à la fin, ce qui compte, c'est comme l'efficience. Et aujourd'hui, au niveau générationnel, vous avez tous, j'imagine, des jeunes dans les entreprises. Moi, ce qui me marque, je vous invite à regarder quand ils travaillent en présentiel. Ils ont l'écran, ils ont le smartphone. Donc ils sont sur Snapchat et sur l'écran je ne sais quoi. Et aujourd'hui, c'est incompréhensible pour un jeune qui est né dans les années 2000
d'avoir des outils, ce que moi j'appelle, on en a dans le groupe, hein, j'appelle des outils Minitel, où on a un écran noir et blanc, alors que ces jeunes-là, ils vivent avec Facebook, Instagram, Snapchat. Ces salariés ne vont pas comprendre ce sous-investissement qu'on fait dans les outils. Donc avoir un outil digital au niveau des standards aujourd'hui, c'est-à-dire qui fonctionne sur mobile, qui fonctionne à distance. Le Covid nous a permis de développer ça grâce au télétravail. On a dû développer l'accès à distance à tous ces outils-là. C'est fondamental puisque la génération qui arrive, elle n'a pas connu de Minitel. Donc moi, quand je parle même ah mais ça c'est un écran Minitel, moi on me regarde genre mais de quoi tu parles? Et pourtant, je ne suis pas si vieux que ça pourtant. Et ça c'est clé. Et un salarié qui est habitué à l'outil digitaux, qui comprend comment ça fonctionne, permettra de mieux également accompagner notre clientèle, puisqu'à la fin, face à un client, c'est un salarié. Et si on fait le travail pour le salarié, on le fera plus facilement pour le client aussi. Christian, les conséquences de ce nouveau format pour les collaborateurs, comment ça s'est passé? Quelles sont les leçons que vous en avez tirées pour les prochains formats qui viendraient? Et j'écoutais Cédric ce matin qui disait quand on fait des changements technologiques, alors vous en avez mis beaucoup de la nouvelle techno dans ce nouveau format, Cédric disait on sous-estime, notre constat chez Diamart, c'est qu'on sous-estime tout le temps le temps d'accompagnement de l'humain, de la conduite du changement. Il allait même jusqu'à dire qu'il faudrait mettre plutôt 40%, 50% de l'investissement en conduite du changement. Est-ce que vous aviez sous-estimé le temps de formation? Comment vous vous y êtes pris? Je regrette de dire que Cédric avait raison. On l'avait bien dans le radar, mais on l'avait quand même extrêmement sous-estimé. Alors, la petite chance qu'on a eue sur l'expérience Clermont-Lérault dont on parle, l'Opus One de notre nouveau concept, c'est qu'on partait from scratch et on a embauché les gens sur place. Donc déjà là, c'est un gros écueil, formation, changement des habitudes, etc., qui était levé. Par contre, impact sur les salariés d'abord. Ils adorent le fait qu'on ait mis de la polyvalence. Avant, ils étaient assez sectorisés. Là, on a enrichi les métiers, on les a augmentés, donc socialement, dans le vécu quotidien au travail, c'est vraiment top. Et pour le client, évidemment, il a toujours quelqu'un qui vient s'occuper de lui, qui sait tout faire, il n'attend pas. Voilà. Bon, ça, on connaît les vertus de la polyvalence. Mais ce qu'on s'est ingénié à faire, parce que je disais dès le départ, ce magasin, ce qu'on va coché comme étant des réussis, on va essayer de le dupliquer aussi sur les autres. Et ça, c'était une partie de se dire, cette polyvalence-là, qu'on a réussi à instaurer sur ce magasin, alors certes avec des nouveaux venus, on va essayer de la greffer sur le reste je vous rappelle, hein, on essaie de faire 30% d'économie en frais de run et notamment de frais de personnel. Et là, on s'est dit, on va faire pareil, copier-coller. C'est pas tout à fait passé de la même manière. Et pourtant, on avait bien anticipé, on a mis de la formation. Donc si c'était à refaire, on prendrait 2 fois plus de temps et même si c'est de l'argent pour accompagner ce changement, parce que c'est pas évident quand on est sur des équipes existantes. Et c'était quoi? C'était la polyvalence, c'était les nouveaux outils, c'est l'organisation différente, c'est la relation client, c'est quoi qui est... On arrive avec un peu tout là. On parle de polyvalence, là où vous étiez cloisonné, on leur donne de nouveaux outils qui sont censés aussi augmenter la productivité et satisfaire le client. Donc il y avait un peu tout en même temps. On avait bien sectorisé tout ça, mais il y a le poids des habitudes, il y a la crainte que peuvent amener certains outils. Ils étaient habitués à du papier, hein. Donc voilà, il a fallu enlever les catalogues à un moment pour qu'ils y aillent. Mais on avait sous-estimé cette affaire-là et il a fallu y retourner. C'est-à-dire reprendre, parce qu'on voyait que les outils digitaux, à un moment, c'est super quand on leur met entre les mains, et puis à la fin, ça finit dans le... Voilà, ça, dans c'est un la vraie placard. vie. Ça, c'est la vraie vie. Hein. Donc, c'est pas le PowerPoint qui te dit que tout va bien dans 3 minutes. Donc ça, sur les prochains qu'on va faire, et là, on est en phase de déploiement forte de ces solutions qu'on a validées sur ce nouveau concept, sur nos autres magasins. Là, il y a un vrai plan d'accompagnement beaucoup plus costaud que ce qu'on avait prévu. Donc là, vous êtes plus dans les ratios que Cédric préconise. Oui, complètement. Bon, c'est bien. Dans ce nouveau projet, tu en as déjà parlé en partie, Christian, quelle a été la culture qui a été modifiée? Tu nous disais pour les centres auto, c'est assez nouveau la digitalisation. Oui. C'est assez nouveau la polyvalence, c'est pas comme ça que le métier fonctionnait. Qu'est-ce qui a fait le succès de ce projet qui a été mené à bien en un temps record? Alors tu me disais, quand on a discuté ensemble, on l'a fait en 7 mois. Si c'était à refaire, je prendrais peut-être un mois et demi de plus, parce que quand même c'était tambour battant.
Et puis on a ouvert, bon, tout n'est pas sec. Oui, on aime bien quand tout est nickel. Donc qu'est-ce qui, selon toi, a quand même fait que ça a fonctionné et quels enseignements tu en tires pour la suite? Ce qui a fait que ça a fonctionné, déjà, c'est l'engouement d'un nouveau concept. On a embarqué nos équipes avec nous. Quand même l'attrait de la nouveauté, parce qu'elle peut faire peur à l'usage au quotidien, mais quand vous présentez à des équipes qui ont fonctionné avec des outils, je vais dire assez rudimentaires par rapport à ce qui peut se faire dans le retail aujourd'hui, vous leur dites, ben voilà, tu vas avoir un smartphone sur lequel tu auras l'étendue totale de la gamme, tu peux faire de la démo à ton client, tu peux faire du click and collect si tu n'as pas le produit, etc. Il y a une émulation autour de tout ça. Et puis la polyvalence, avant tu faisais qu'encaisser, ben là tu vas pouvoir vendre. Voilà, donc tout ce package un peu global, c'est vraiment un package global sur le nouveau magasin, qu'il soit petit format ou gros format. C'est ça qu'on essaye de faire avec nos équipes. La tension, le double effet ciseau sur l'équation économique, le fait de dire la première ligne, elle est de plus en plus difficile à faire et on ne va pas vers des temps où elle sera facile. Oui. Et puis les coûts continuent à augmenter. Ça, c'est quelque chose qui est... Je crois que c'est un trait commun là en ce moment. Entendable par les collaborateurs et qui... Oui, parce qu'on l'a peut-être pas présenté tout à fait comme ça, mais oui. Voilà, globalement, puis on a amené aussi dans notre nouveau concept de nouveaux produits, de nouvelles lignes de produits. Ça, c'est important aussi pour les moins équipes. de mètres carrés, mais plus de produits. Oui, parce qu'on a mis par exemple de la mobilité, qui est quand même le gros sujet. Donc c'est quoi, c'est des vélos électriques, des trottinettes? Voilà, c'est pas que les voitures. On fait aujourd'hui du vélo électrique. Je vais vous faire un scoop. L'année dernière, on a vendu plus de 10 000 vélos électriques chez Feu Vert. Alors que Feu Vert, quand vous parlez Feu Vert, à part le chat Ramsès, on vous dit je viens faire réparer ma voiture. Donc voilà, on a installé la mobilité qui donne aussi des perspectives à des vendeurs. Il y a un côté émulation, nouveaux produits, nouveaux outils, nouveaux concepts, même si on leur dit bien, et ils le vivent tous les jours, que le chiffre est compliqué, que les marges sont de plus en plus dures. Ils voient bien qu'on a du mal à recruter leurs collègues, mais ça, je crois que tout le monde le sait. Bon, ça se vit bien et notre management fait le boulot derrière. Ok. Et côté groupe Casino, alors quelles sont les baguettes magiques pour, si tant est qu'il y en a, pour réussir l'évolution des modèles commerciaux? Et alors, on se disait, bon, votre portefeuille d'activités, il est composé et ça, c'est tout l'art de la stratégie du portefeuille des activités, d'aller vers les activités qui sont en croissance et qui sont rentables. Mais il faut aussi que ça marche, il faut aussi que le modèle commercial soit optimisé. On parlait des nouvelles ressources via la monétisation, via la vente de nouvelles compétences. On voit bien que la fidélisation évolue en magasin, que le rôle des vendeurs ou des personnes sur le carrelage évolue aussi. Qu'est-ce qui fait comment le groupe Casino accompagne toute l'évolution de culture? Ouais, je pense qu'on a le même enjeu que Christian. C'est vraiment l'enjeu de l'accompagnement de ce changement de culture, de cette révolution culturelle au sein de l'entreprise. On a la double révolution digital, data, on peut mélanger les deux. On a dans le groupe des personnes qui sont très compétentes dans le retail. Monoprix fête ses 90 ans, groupe Casino 1898. Donc on a des personnes dont le métier, les directeurs de magasins, les personnes qui sont en contact avec le client sont des stars du retail. L'enjeu, c'est de faire comprendre à ces personnes-là, de leur faire accepter qu'avec un peu de data, avec un peu de digital, on va venir simplifier leur vie. Et je ne parle pas de réduction d'effectifs en magasin, juste on va faire différemment, on va faire plus facilement, donc mieux, donc offrir in fine une expérience améliorée pour le client. Un exemple concret, aujourd'hui dans un magasin Monoprix ou Casino, il y a des caméras qui filment les rayons en temps réel et qui détectent en temps réel les ruptures. Avant, il fallait passer dans les rayons pour faire du réappro au cours de journée, du réassort. Aujourd'hui, on a un petit zébra qui vibre et qui dit Coca, rupture, et donc on fait du réassort sur alerte. Cet outil-là, c'est un outil digital, data. Donc, je prends l'exemple qui est très concret. Ça, en magasin, ça prend, c'est très concret, ça marche bien. Sur tout un ensemble de sujets, faire comprendre à une hôtesse de caisse qu'il faut envoyer le client vers une caisse automatique, mais passer peut-être 5-10 minutes pour lui expliquer comment elle fonctionne, parce que c'est un investissement qu'on fera une fois, mais qu'on ne fera pas 10, de lui proposer la carte de fidélité, de l'envoyer même vers les sites internet, vers casino.fr, monoprix.fr, qui sont parfois considérés comme des concurrents du magasin, alors que non, on sait qu'un client omnicanal achète 3 fois plus qu'un client monocanal, et ça on le montre par la data. C'est vraiment cet enjeu-là culturel, et je pense que la priorité du groupe, mais de toutes les enseignes de retail, doit être ça. Comment on accompagne ce changement-là? Et ce n'est pas une réponse simple, parce qu'on peut avoir des stars de data science, mais qui n'y connaissent rien en retail.
qui travaillent en télétravail, ça marche très très bien, elles sont devant leurs écrans, font du Python, etc., ne vont jamais en magasin. Une anecdote là-dessus, on a fait chez Monoprix un algorithme de data science qui fait automatiquement les rayons, qui calcule les rayons, qui dit le coca c'est ici, à côté c'est des cornflakes. Et donc l'algo a optimisé le rayon, et en le mettant dans un magasin, ça ne marchait pas. J'ai dit à l'équipe, vous allez sur le terrain, et puis en fait ils se sont rendus compte qu'au milieu du rayon, il y avait un poteau. Il y a un poteau, c'est le magasin, et donc en fait, donc ça ne marche pas. Donc on peut faire du retail sans data, mais ça devient compliqué. De la data sans retail, c'est impossible. L'enjeu, c'est vraiment de marier les deux. Et par curiosité, on est toujours évidemment époustouflé devant le succès de ces discounts et l'évolution rapide et tous azimuts. Dans le groupe Casino, c'est quoi ces discounts? C'est un ovni? C'est un truc à part? Alors, c'est de moins en moins un ovni. Alors, c'était à part. Cdiscount est physiquement à Bordeaux. Les enseignes du groupe Casino sont à Paris et à Saint-Étienne. Donc déjà, c'était loin. Donc maintenant, c'est à 2 heures de TGV. Donc c'est moins loin depuis 2017. Et il y a vraiment eu des passerelles qui se sont créées. Il y avait une culture 100% digitale chez Cdiscount qui maintenant se transfère dans les autres BU du groupe. Par exemple, la data science. Il y a une trentaine de data scientists chez Cdiscount. Maintenant, il y en a 5 chez Monoprix, il y en a 3 chez Franprix, il y a une équipe qui se monte chez Casino, et ces data scientists se parlent. Et donc, du coup, on arrive à diffuser. Ils parlent au commerce et parlent cas concret, et non pas justement algorithme. Aujourd'hui, si on veut parler à des stars du data science sur les algorithmes, on va sur Internet. On parle directement à des Américains, à des Chinois, il y a des conférences, on n'a pas besoin de parler à un collègue. En revanche, quand on veut savoir, tiens, mais pourquoi chez toi ça ne marche pas, la promotion personnalisée, on parle de commerce justement. On parle de sujets qui concernent à la fois Cdiscount et à la fois magasin physique. Et donc ça, c'est la force du groupe, de pouvoir avoir investi dans une pépite comme Cdiscount et de pouvoir en tirer une substantifique moelle et la porter au bénéfice d'autres BU. C'est ça qui fait la force d'un groupe multi-enseigne comme Casino. Ok, alors pour conclure, Christian, c'est quoi les prochains projets magiques où on réduit les coûts, on augmente le chiffre? On va déjà essayer de déployer celui-là. Bon, après, effectivement, on va beaucoup travailler, mais ça, c'est on est en retard sur l'automobile. C'est le digital qui va nous aider. On a les mêmes sujets, mais avec un wagon de retard. Mais on va y aller parce que c'est les standards chez nous sur l'automobile. En tout cas, le centre auto. On va travailler sur la digitalisation. On va travailler sur les nouveaux outils. On va travailler sur la data. On le fait déjà, mais on va aller beaucoup plus vite sur ces sujets-là. Mais toujours avec l'idée de ça doit être voilà, ça doit arriver au magasin, quoi. Ok. Et chez Groupe Casino, alors il y en a déjà tellement, mais les challenges... La croissance, la renta. Oui. Bon, voilà, comme tout le monde. Tous les jours. Non, mais si je peux être plus précis, je pense que c'est réussir à monétiser ce que j'appelais Inception tout à l'heure. Le niveau 2. Donc le niveau 1, c'est je vends mon coca ou je vends mon PC. Le niveau 2, c'est je vends ma data. Et le niveau 3, c'est je monétise les actifs technologiques que j'ai développés en interne. Donc c'est les outils marketplace d'Octopia, c'est la plateforme en SaaS, en software as a service de monétisation chez Relevancy, et de le vendre à des concurrent. On est ouvert à le vendre à des concurrents. Si mes concurrents me financent, moi je suis très très content. Et très concrètement, ça c'est un enjeu. On ne l'a pas inventé. C'est ce que fait Amazon depuis de nombreuses années, par exemple avec Amazon Web Services. Le deuxième sujet, c'est en interne du groupe salarié, la culture. Comment on accélère cette culture digitale. Et le grand 3 est sans ouvrir de débat, parce que là je pense qu'on repart sur une journée de débat sur les NFT, les cryptos, surtout en ce moment. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont sur Coinbase en train de vérifier ce qui se passe, pour ceux qui sont là-dedans. Le groupe Casino fait des pas dans le Web 3. Je pense que c'est important pour être en phase avec une génération qui arrive et qui seront nés avec. Et je vous invite à regarder, à vous y intéresser, je ne dis pas à votre entreprise, mais de comprendre ce qui se passe. Parce que dans 20 ans, un jeune qui arrive sur le marché du travail ou sur le marché en tant que futur consommateur, il a un compte crypto-monnaie avant d'avoir une carte bleue. Et avoir ce temps-là d'avance, c'est anticiper la même conférence dans 20 ans. On se dira, merde, il faut expliquer au chef d'atelier garagiste que son client il veut payer en bitcoin t'auras du mal. Donc du coup, c'est comment on anticipe ça dès maintenant sans forcément investir des milliards. S'il y a encore des voitures d'ici. C'est un autre sujet. Elles seront électriques. Des voitures virtuelles dans le métaverse peut-être. Oui, dans le métaverse. Parfait, merci. Ça s'arrête là pour toute la partie préparée, mais avec
grand plaisir pour des questions assez messieurs, des questions vélo électrique, des questions vidange, des questions métaverse, des questions automatisation en magasin. Une main levée là-bas. Bonsoir. Bonjour même. Rebonjour, Bruno Sancier. Bonjour. Question pour Christian, que je connais par ailleurs. Tu parlais justement de l'extension de ce beau projet au centre existant. Tu t'y prends comment pour annoncer que tu vas diminuer ta masse salariale par moins 30 ? Alors déjà, je ne dis pas que je vais diminuer ma masse sale. Ça ne se fait pas en management. Alors, tu as compris. Oui, j'ai compris, bien sûr. Un des sujets en ce moment, il y a 3 sujets qui occupent à peu près tous les retailers. Je ne vais pas revenir sur les augmentations de tous les côtés et puis les problèmes de stock et de matières premières, etc. Il y a la partie RH. Et cette partie RH-là, c'est un niveau d'emmerdement maximum au quotidien, parce que c'est compliqué en ce moment, je crois que c'est un lieu commun de le dire. Mais du coup, le turnover est fort. Et donc, du coup, ça facilite un peu, sous l'angle de ta question, pour le coup, j'ai des gens qui partent, donc je n'ai pas besoin de dire à mes équipes, on va mettre moins de monde, on leur vend un vrai projet, et c'en est un en plus. Hein. C'est-à-dire les gens, une hôtesse de caisse, si on lui dit demain, elle va avoir un pad, elle va pouvoir vendre, c'est un vrai projet à son niveau à elle. Cette polyvalence, on la vend assez bien. Évidemment, on ne met pas en face une baisse d'effectifs. Ça, c'est ce qu'on sait au bout. Mais je n'ai pas besoin de le présenter comme ça, parce que le turnover fait qu'après, on se met au target qu'on avait prévu dans nos abacs. Et puis, ça se passe plutôt très bien. Là, pour le coup, la contrainte RH nous aide. En toute transparence, c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Une autre question, alors je sais pas, on a parlé ce matin de la digitalisation des prospectus. Ferdinand nous donnait quelques éléments de ROI sur les pratiques de casino. Non ? Vous avez tout noté ? On a été particulièrement clair, surtout. Ah, Monsieur Olivier. Godard. Attends. Sois discipliné un peu, Olivier. Merci. Ferdinand. D'après toi, là, dans les mois à venir, et tout ça évolue très vite, c'est quoi l'impact ? Tout à l'heure, tu parlais de monétisation de la data, des règles qui arrivent européennes et qui se répercutent en France sur la protection des personnes en termes de data. Comment ça va évoluer tout ça ? Alors, je ne suis pas devin sur l'évolution de la législation, mais évidemment, on n'a pas parlé sur tout ce qui est RGPD, les cookies, la fin des cookies, pour ne pas rentrer trop technique. Mais alors, tout ce qu'on fait, tout ce qui se fait doit être évidemment dans le respect du client, mais enfin, des règlements européens. Pour moi, je vois ça comme des opportunités et pas des contraintes. L'innovation, moi je suis un fan de l'innovation sous contrainte. Innover sans contrainte, on tombe dans l'invention et on risque d'inventer quelque chose qui n'a pas de marché. Pour moi, une innovation, c'est une invention qui trouve un marché. J'en parlais ce matin avec quelqu'un sur l'organisation type dans un grand groupe du digital. Est-ce qu'on le fait en centrale? Est-ce qu'on le fait en local? Est-ce qu'on le fait intégré, déconcentré, déconsolidé, des feature teams, une équipe IT? On avait ce débat-là. Et j'ai justement pris exactement l'exemple des DPO et de l'RGPD. Et je prenais ça comme un avantage très fort dans un groupe. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec la RGPD. J'imagine que oui, j'espère que oui. Dans un groupe, si une enseigne ne respecte pas la RGPD, la pénalité est au niveau groupe. Donc, il y a un DPO central au niveau du groupe, il y a des DPO locaux, il y a des comités data qui permettent d'envoyer certaines recommandations, qui vérifient ce qui se fait. Donc, pour moi, cette organisation-là, elle fonctionne très bien. Elle est fluide, en tout cas dans le groupe Casino, elle est fluide, elle est agile et elle fonctionne. À d'autres moments, parfois dans le digital, et j'en parle parce que j'en suis responsable, ça ne fonctionne pas aussi bien. Et justement, ces contraintes réglementaires nous aident sur la partie data. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de contraintes sur le digital, à part les investissements éventuellement. Donc, de se dire comment je fais 2 fois mieux avec 2 fois moins d'argent, c'est ça qui va venir générer de l'investissement.
de la rentabilité, pardon, de l'innovation. Par exemple, les catalogues digitaux. Si on a un budget marketing infini, on ne va pas aller dans le e-catalogue digital, on restera papier, parce qu'on n'a pas besoin de diviser ce coût par 10. Donc, dans la monétisation, il y a des nouvelles contraintes qui vont sans cesse arriver, qui vont sans cesse se développer. C'est très bien de forcer mettre des serveurs en Europe. Ça permet de développer un OVH. C'est très bien de se poser ce genre de questions. Ça permet d'aller titiller un peu les GAFA. Je pense que tout ça, c'est très bien à la fois pour l'écosystème européen, économique, à la fois pour la French Tech. Et je pense que c'est des opportunités. Et donc, à titre personnel, moi, ça ne me fait pas peur parce qu'on donne une contrainte et bon, on arrivera à monétiser sous cette contrainte. Allô, allô. Ça, c'est du bon volontarisme, c'est bien. Moi, j'ai une question pour Christian. Il y a eu des dizaines et des dizaines de tests de bornes, d'outils digitaux en magasin, de Figital, de tout ce qu'on veut, pour faire de l'extension d'offres en particulier, pour vendre des produits qui ne sont pas physiquement exposés ou présents. On sait tous quel a été le sort et le succès de 95% de ces tests, c'est-à-dire que c'est resté des tests. Qu'est-ce qui fait que chez vous, ça a marché ? Pourquoi est-ce que chez vous, les gens se servent d'une borne dans le magasin alors que toutes les expériences de borne, ça ne marche pas? Parce que curieusement, s'il s'agit d'interagir avec un écran, les gens préfèrent le faire assis sur leur canapé chez eux plutôt que debout dans les allées d'un magasin. Donc, pourquoi qu'est-ce que vous avez fait de différent et qu'est-ce qui fait que ça marche? Alors, d'abord, on a l'expérience sur un seul magasin pour l'instant, donc à dupliquer. Il est petit, donc l'usage de la borne devient un peu naturel. Déjà avant, nos clients dans les autres magasins, on n'appelait pas ça des bornes, mais ils avaient déjà des petits écrans où ils pouvaient sélectionner. Quand vous arrivez, façon hyper, ce que vous avez dans le rayon auto d'un hypermarché, une petite borne, vous cherchez votre essuie-glace, il avait déjà ce réflexe d'aller chercher l'essuie-glace ou l'huile, ou enfin bref, la référence qu'il cherchait. Donc il y avait déjà un peu chez nous cette culture. Mais le premier réflexe du client, c'est de chercher un vendeur là-dessus. La borne telle qu'on l'a faite sur Clermont-Lérault, j'avoue que je laisse quand même encore, même si elle fonctionne plutôt mieux que ce qu'on avait imaginé, qu'on voit du client dessus. Il faut qu'on aille un peu creuser dans la data et voir ce qu'on en fait après quand même. En gros, si je te le fais par différentiel, je ne suis pas sûr d'en signer 180 demain matin. Je vais voir d'abord un peu comment ça fonctionne. Mais c'est le constat que tu évoquais, ce qui était communément admis. La borne, ça ne marchait pas très très bien. Dans ma vie précédente chez Darty et Colivier, on l'avait fait, ça ne marchait pas. Mais là, il y avait déjà un petit bout d'habitude. Et puis, nécessité faisant foi, le client, il voit une borne, il cherche. Parce que la gamme est très courte. Tu as 4 balais d'essuie-glace, tu as 4 produits en huile, tu as 3. Voilà. Donc, par la force des choses, il y va, quoi. Mais on a aussi demandé à nos vendeurs, par la polyvalence, d'accompagner le client. Donc, le réflexe est aussi accompagné. C'est pour ça qu'il faut qu'on creuse encore un peu. Oui, bonjour, Florent Vacheret, édition d'OR. J'aurais juste une question pour Ferdinand. Vous nous avez dit que la digitalisation des prospectus, ça fonctionnait visiblement très bien. Concrètement, vous en êtes où sur la suppression de la diffusion des tracts en boîte aux lettres? Parce que la logique, si on va au bout de la logique, il faut arrêter de les distribuer en boîte aux lettres. Alors, je n'ai pas la réponse précise à la question. En revanche, ce que j'ai dit, c'est que ça fonctionne d'un point de vue ROI, mais également que certaines enseignes, dont certaines enseignes du groupe Casino, donnent également de la valeur au catalogue papier, qui n'est pas forcément aussi mesurable sur les mêmes KPI que sont le coût de diffusion, le coût d'impression et le ROI ou le taux d'usage des coupons, où là on peut le mesurer et là le digital bat le papier, parce que ça se mesure. Il y a des sujets sur la partie papier qui sont moins mesurables de manière un peu data, comme la notoriété de l'enseigne ou une certaine population de la clientèle qui ne sont pas touchés par le digital. En fait, si je reprends mes chiffres, je dis qu'on divise par 10 le coût pour toucher le même nombre de clients, mais on ne touche pas les mêmes. Il y a des clients qu'on ne touchera pas online. Donc, certaines enseignes se disent « Ok, on va sur le digital, on peut diviser les coûts, mais j'ai quand même une base de ma clientèle que je ne vais pas toucher sur le digital. » Et ça peut donner lieu à des arbitrages de « on maintient des catalogues papier ». Parce qu'il y a un mix clientèle dans mes chiffres qui étaient masqués, qui font qu'on risque de ne pas toucher 100% de sa base client. Donc c'est plus de la complémentarité à ce stade.
La question, c'est donc c'est complémentaire. Oui, moi je pense que c'est complémentaire. J'ai pas la réponse de est-ce qu'il faut faire tout l'un, tout l'autre. À mon avis, c'est un peu violent. Il y a un rééquilibrage à faire. Voilà. Je pense que le conseil, si j'en ai un à donner, si je peux me permettre, c'est il faut tester le catalogue digital. Est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer 100% le papier? Je laisse chaque directeur et directrice de marketing de chaque enseigne le juger. Bon, parfait. Merci Christian. Merci à toi, merci à vous pour votre attention.